Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Glock 17 GHK dans sa finition culasse acier, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse en faire la revue. Un petit mot à mes followers en introduction, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes très nombreux à profiter des contenus sans cliquer, c'est un simple clic pour vous, vous savez très bien que ça n'a pas d'interaction avec la moindre monétisation, mais ça me permet d'emprunter du matériel et de vous fournir du contenu, bien sûr. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant vos courses avec le lien en description chez Airsoft Entrepôt et en typant si vous souhaitez participer à mes efforts. Le Glock GHK. Alors, ça a déjà été fait par un certain nombre de mes collègues, bien meilleurs en mécanique, je ne l'ai jamais caché, donc il n'y aura pas de grand démontage, je vous laisse aller voir sur d'autres revues. Simplement, je suis un passionné de Glock, c'est une réplique que je joue dans différentes marques depuis presque 10 ans. J'ai commencé avec du WE, du Marui, du Starkarm, j'ai travaillé sur du Cybergun, j'ai joué du VFC, j'ai commencé à acheter dans la gamme Humarex, et aujourd'hui je teste ce GHK, donc j'ai quand même pas mal de recul sur les répliques de Glock, et en même temps, je suis tireur sportif. Alors attention, je ne suis pas un spécialiste des armes, hein. Je suis un tireur occasionnel. Donc voilà, s'il n'y a pas le vocabulaire ou ci ou ça, je suis un tireur sportif occasionnel. Mais j'ai tiré plusieurs dizaines de fois au Glock, notamment au Glock 17, et c'est essentiellement ça que j'ai dans ma collection. Et je souhaitais vraiment couvrir ce Glock GHK et prendre du temps pour jeter un œil. J'avais personne pour me le prêter, je pouvais pas me l'acheter, Airsoft Entrepôt me l'a prêté, donc je suis très très content. Alors, moi je vais essayer d'avoir une approche personnelle, d'accord? Souvent, quand on regarde une revue sur une réplique, c'est soit parce qu'on la possède et qu'on veut voir comment on peut la démonter, l'upgrader, avoir des petits détails, ou parce qu'on s'interroge sur son rapport qualité-prix. Qualité-prix. Sur la question du prix, quand on est sur une réplique qui vaut 70 € ou 400 €, là c'est le cas, ça met tout le monde d'accord. Là on est sur une réplique très onéreuse, avec des chargeurs très onéreux, 65 € le chargeur, qu'il soit au gaz ou au CO2, donc on est sur du matériel très exclusif. Exclusif dans le sens, ça va exclure tout un tas de gens, moi le premier. D'accord? Bien. La question de la qualité maintenant est beaucoup plus subjective. C'est une question de curseur. Si à un moment donné, la priorité, ça va être « moi, je veux une réplique full marquage sous licence Glock », bah, je ne peux pas jouer sous WE. Si à un moment donné, je veux absolument avoir une réplique full métal, bah, je ne peux pas jouer avec un Marui. Si je veux une réplique qui fonctionne à température basse, bah, je peux pas jouer VFC, je peux pas jouer une partie des Humarex sauf les CO2, je peux pas jouer une partie des WE sans les upgrader, et je vais donc me tourner vers Marui, etc., etc., etc. D'accord? Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé sur WE et que j'en ai encore un de fonctionnel. J'ai un Cybergun Starkarm en Glock 19, j'ai un Glock 17 chez VFC, et je vais avoir la possibilité, et j'ai eu la possibilité de tester ce GHK, d'accord? Donc, ça me permet de les comparer les uns aux autres. Mais où j'ai été le plus surpris, ça va être sur deux choses, ça va être la prise en main et les performances de tir. Plus j'avance en âge, voilà, 51 maintenant, mais néanmoins je joue beaucoup, on a joué sur Dynamite il y a 8 jours, on va rejouer dans 10 jours avec la Umbrella, j'ai quand même besoin d'avoir du matériel opérationnel. Mais plus j'avance en âge et plus je suis sensible aux détails. J'ai passé de nombreuses revues à vous dire, ouais, les marquages, tout ça, c'est pas important pour moi, moi je suis joueur, c'est d'abord la compétence du lanceur, d'accord? Oui, puis en même temps, vous voyez, cet AKM, là, ici, j'ai demandé à Brian, que je salue, qui est un ancien de chez Russov, qui m'a fait un travail remarquable de vieillissement, de finition et d'apposition des différents marquages sur la réplique. Donc aujourd'hui, c'est important pour moi. Alors, ce Glock GHK, d'abord, si on commence à parler des qualités de réplication. Il nous arrive sur une boîte Glock Perfection classique. Voilà les boîtes que l'on a lorsque on a des répliques sous licence Glock. On ne peut pas savoir franchement le type de qualité qu'on va avoir, puisque globalement dans la série Humarex, on va avoir ce type de boîte. À l'intérieur, on va avoir la réplique dans son plastique de protection anti-graisse, hein, pour éviter d'abîmer toute la boîte. Une réplique
dont on remarque immédiatement la qualité de finition de la culasse et tous les petits marquages qui vont bien. Voilà, notamment les marquages de ce côté-ci. Voilà, le marquage que j'apprécie particulièrement au niveau de l'éjecteur, le marquage 9x19. Ici, les petits marquages Glock et de numéro de série. Et très appréciable, très sympa, là ici, au niveau du talon de chargeur. C'est très 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 joli. On va ajouter à ces détails un chargeur que je vais décrire comme étant carrossé. D'accord ? Pourquoi je dis carrossé ? Parce que regardez, on ne voit pas sur le chargeur le puits de chargement. Là, regardez les marquages. Très sympa. On n'a pas, là ici, on n'a pas le puits de chargement qu'on va retrouver ici sur un chargeur classique. Là ici, le chargeur GHK. Là ici, un chargeur standard. Regardez la différence. D'accord ? On remarque aussi immédiatement une énorme valve. Regardez, là ici, regardez la taille de la valve GHK à côté d'une valve standard. Vous voyez la différence ? Regardez aussi la taille du gaz route. Le gaz route ici du GHK, beaucoup plus important que celui standard et qui n'est pas orienté dans le même sens. Et là, on va avoir gaz route propriétaire, valve propriétaire, lèvre propriétaire. Donc tout ça, ça respire les investissements futurs, d'accord ? Mais pour le coup, sur le visuel, on a l'impression, alors pas au poids, hein, parce qu'il est nettement plus lourd qu'un chargeur de Glock sans les balles, bien sûr, mais on a un objet qui est magnifique. Pour les collectionneurs, c'est vraiment sublime. Moi, j'avais jamais vu un chargeur de Glock, de réplique de Glock, carrossé comme ça, c'est vraiment génial. Dans la boîte, on va avoir la petite notice. Voilà, une petite notice, un petit document d'entretien. Voilà. Je vous fais pas le détail non plus, mes collègues l'ont déjà fait. Par contre, quelque chose qui, moi, me frappe un peu d'effroi, c'est cette horrible chargette GHK avec son embout spécial qu'on manipule sur les GBBR. Voilà, et qui va permettre, évidemment, puisqu'il n'y a pas de puits de chargement, on ne peut pas le mettre en travers du chargeur, de forcer les lèvres et de faire rentrer les billes. C'est très désagréable. J'ai l'habitude, puisque moi, j'utilise un OTS 14 Groza de chez Faistus, dont les chargeurs sont des chargeurs GHK, et j'ai une AK74, où est-ce qu'elle est ? Elle est ici en bas, chez GHK aussi. Donc j'ai l'habitude de cette galère, mais c'est pas grave. En gros, une fois que ton chargeur tu l'as vidé, ben, tu sais que tu dois avoir des périodes de rechargement lentes. Et en même temps, si vous deviez recharger de manière réaliste un chargeur de Glock, ben, ça prendrait du temps aussi, d'accord ? Donc dans la démarche de réalisme, bon, c'est pas trop grave. Sur la question du fonctionnement général, on va avoir une glissière dont moi j'appréhendais que le ressort de rappel de culasse soit insuffisamment puissant vu le poids de la glissière en fait. Hein. Or, vous voyez, on va avoir un retour extrêmement dynamique et quand on le fait, on sent immédiatement que non seulement la culasse est en métal, mais elle est en acier et qu'elle est relativement lourde. On sent que l'ensemble mobile, et je vous donnerai les poids tout à l'heure, et j'ai fait une analyse de poids qui est très intéressante, vous verrez. On a un retour, vraiment, le rappel de culasse est très très efficace. Petite remarque au passage, je le dégage ici. Alors, on a un petit 6 mm BB là, qui n'est pas forcément super réaliste, mais on va avoir un canon. Voilà, le canon est lui aussi en acier, donc ça c'est super sympa au niveau du réalisme. Au niveau de la queue de détente, c'est vraiment une sensation très particulière qu'on ne retrouve sur aucun Glock, d'accord ? Mais quand vous allez l'utiliser, quand on fait comme ça, effectivement, et qu'on appuie, c'est vraiment relativement dur. Alors, j'ai vu sur certains détails que c'était censé être la même résistance qu'une queue de détente d'un vrai Glock. Bon, dans la réalité, quand vous tirez à la volée avec un véritable Glock, moi j'ai déjà vu plein de gens, plein de débutants, mettre 2 coups alors que c'était pas prévu. Donc, avec le jeu de reset, franchement, sur ma vraie Glock, on peut pas dire que c'est dur à chaque fois. Là,
effectivement, la sensation est pas super agréable, mais quand vous êtes en situation de jeu, moi, j'ai pas vu de problème spécifique. D'accord? Sur la question de la prise en main, dès que je l'ai sorti de la boîte, j'ai eu une sensation très particulière. Moi, je suis joueur Marui. Franchement, c'est l'essentiel du jeu. Je le fais avec du Marui. Tout de suite, j'ai senti que j'avais pas un Marui dans la main. Pourquoi? Parce que le centre de gravité de l'objet est immédiatement très haut. Là, j'ai mon Marui. J'ai une très grande stabilité. Ça veut dire que tout le poids est dans ma main. Quand je prends mon GHK, clairement, tout le poids est au-dessus de ma main. Alors, la réponse, elle est où? Elle est dans les jeux de poids et donc de mouvement du centre de gravité du bas de la main vers le dessus de la main. Je vais essayer de faire ça de manière efficace. D'accord? J'ai comparé le WE, le Marui, le VFC et le GHK. Sur le poids total, le plus lourd, c'est le WE, 782 grammes, puis le Marui, eh oui, le Marui, 715 grammes, le VFC, 686 grammes, et malgré sa culasse et son canon en acier, le GHK est le plus léger avec 676 grammes. Alors, on a des Gen 4 pour les 3 premiers et un Gen 3 pour le 4e. Sur les répliques d'Airsoft, ça fait pas des grosses différences. Pour repère, un Glock 17 Gen 5 finition MOS fileté, je l'ai pesé chez un ami, on est à 725 grammes, c'est-à-dire entre le Marui et le WE. Bien. Donc le GHK, le plus léger. Le Marui, presque le plus lourd. Classement du poids de l'ensemble mobile. Pas juste la glissière. L'ensemble mobile complet. D'accord? Le GHK est le plus lourd, à 372 grammes. Puis le WE, 255 grammes, nettement moins. Plus de 100 grammes de moins. Puis le VFC à 230. Et le Marui, très en dessous, à 168 grammes. Alors vous voyez, le GHK est le plus léger, dans son volume total, avec l'ensemble mobile, le plus lourd. Le Marui est l'un des plus lourds, mais avec l'ensemble mobile, le plus léger. Il faut savoir que sur un Glock 17 Gen 5, celui dont je vous parlais, l'ensemble mobile fait 501 grammes, c'est-à-dire l'essentiel du poids de l'arme. Sur la question maintenant du poids des chargeurs, parce que c'est important sur l'équilibre de la réplique, le chargeur Marui est le plus lourd. Là encore une fois, Marui se retrouve à l'extrémité de l'expérimentation. Le chargeur Marui est le plus lourd, 304, puis WE 283, puis VFC 277. Le GHK est le plus léger, avec 141 grammes. Il faut savoir qu'un chargeur vide, pour le Glock Gen 5 dont je vous parlais, c'est 78 grammes. D'accord? C'est-à-dire 2 fois moins que le GHK. Alors, il faut savoir que sur une arme véritable, les 78 grammes vont varier, parce que quand on remplit avec des balles, le chargeur va augmenter nettement en poids. Et du coup, le centre de gravité de l'arme va varier en fonction du nombre de balles dans le chargeur, et au fur et à mesure que les balles s'éjectent, évidemment, le centre de gravité de l'objet va augmenter. D'accord? On peut donc imaginer qu'on va avoir un déséquilibre progressif au fur et à mesure que l'on tire. Mais c'est ce que l'on ressent aussi. Ça veut dire que quand moi, je prends le Glock GHK, je sens qu'il y a un déséquilibre au niveau de la réplique, parce que le centre de gravité est plus élevé. Quand je tire, la réplique est beaucoup moins stable. Quand j'utilise mon Marui, là, détente totale. Toute la masse est prise dans le point, et j'ai rien au-dessus. Donc, excellente stabilité, stabilité immobilisée, stabilité au niveau des tirs. Alors, ce qui est agréable avec le GHK, ça va évidemment amener du réalisme. Attention, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir avec un vrai Glock, mais ça amène beaucoup plus de réalisme qu'un Marui, mais ça amène moins d'efficacité si vous ne contrôlez pas votre réplique. D'accord? Donc moi j'aime beaucoup, parce que justement, ça amène une forme de réalisme et d'instabilité, et la sensation de kick, elle n'est pas due qu'au fait que l'ensemble mobile est beaucoup plus lourd, mais il est aussi dû au fait que le centre de gravité étant beaucoup plus haut, en partie parce que le chargeur est très léger, eh bien ça favorise les déséquilibres et donc les sensations de kick. Et encore, je l'ai testé au 203 PSI, on en parlera tout à l'heure, la glissière nécessite des gaz haute pression et il y a un certain nombre de problématiques sur l'autonomie des chargeurs que je ne vois pas comment résoudre, à part passer au CO2. Le 203 PSI permet d'avoir des sensations vraiment extrêmement agréables. Si maintenant je parle des qualités de tir, moi j'ai un Glock 19, CO2, c'est le Cybergun fabriqué par Stark Arms que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt, voilà, je vous le mets en photo. Il est à peu près précis à 20 mètres, d'accord? À peu près. Alors il est au CO2, tu peux le jouer à 0 degré, il est full marquage, hyper agréable, bien fichu, etc. Il n'y a pas de problème. 20 mètres. À la 0,28 par contre.
rapide, précis à 20 mètres. Au-delà, franchement, j'ai pas réussi à le régler. Moi, je les joue en sortie de boîte, je fais pas d'upgrade sur mes PA, ça va bien, quoi, d'accord? Et en plus, moi, j'ai tendance à faire mes transitions vraiment de manière proche, mais j'ai des collègues qui aiment jouer au-delà des 20 mètres et faire des transitions longues parce qu'ils aiment tirer au PA. C'est pas mon cas, d'accord? Le GHK, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai adoré? Eh bien, une très belle trajectoire en sortie de boîte, 0,28, rapide, précis, à plus de 50 mètres. Moi, à titre personnel, ça m'est complètement égal, je tire jamais à 50 mètres avec un PA, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer avoir des PA ultra précis et à longue distance. Là, avec le GHK, vous allez vous régaler. Ensuite, on va passer à la résistance au cooldown et globalement à l'autonomie du chargeur. Comme je vous ai montré, on a une très grosse valve au niveau du chargeur, on a un gaz route qui est énorme, donc tout ceci va sur chaque cycle consommer énormément de gaz et avec une réserve en gaz qui n'est pas supérieure à celle du Marui, par exemple. Hein. Je vous ferai le test juste après. Avec le Marui, sur une température acceptable, je vais faire 2 tours et demi. C'est-à-dire je vais tirer 2 fois et demi la contenance en billes du chargeur. Là, dans l'état actuel des choses, j'ai bien du mal à arriver au bout d'un seul chargeur. J'ai fait le test du cooldown à 5 degrés. J'ai mis ma réplique dans le frigo, d'accord, dans le réfrigérateur, en gaz, sous gaz, au 203 PSI, d'accord. J'ai laissé pendant 1 heure. J'ai testé. Au bout de la 10e, entre la 10e et la 12e bille, je ne peux plus tirer, d'accord? Par contre, j'ai tiré vraiment à la volée et j'ai pu exploiter ma réplique jusqu'à 10 ou 12 tirs, d'accord? C'est plutôt pas mal, puisqu'il y a plein de répliques qui ne sont pas capables de le faire en sortie de boîte. Mais, pour du GHK qui est censé travailler assez facilement à température négative, c'est limite à 5 degrés et franchement, j'ai pas pu aller au bout de mon chargeur. Le truc, c'est que là, on est à 16 degrés,2. Voilà, dans le studio. Je vais mettre mes petites lunettes. Je vais mettre mon chargeur en gaz au 203, au green gas 203 PSI. Voilà. Alors, assez agréable, ça veut dire qu'on a ici un petit trou. On l'actionne et on peut basculer la petite trappe. On accède à la valve et ça, c'est vraiment nickel. Alors, on entend que c'est extrêmement vite sous pression. Et on va compter le nombre de tirs. Alors, je n'ai pas de bille, évidemment. Hein. Arrêtoir de culasse, fonctionnel. Premier tir. Arrêtoir de culasse fonctionnel. Je le neutralise. Un tir. 2, 3, 4, 5. 12, 13. 17, 18, là c'est déjà faiblard, 19, oula, et sur le 20e, boum, ça se termine, d'accord? Donc là, j'ai juste 20 tirs, je suis pas sûr que le dernier aurait effectivement lancé la bille, d'accord? Donc là, je suis à 16 degrés, et à 16 degrés dans le studio, j'arrive, je ne dégaze pas, hein, je n'ai pas dégazé, je suis arrivé au bout de mon gaz, au 20e tir exactement. D'accord? Alors, l'explication, on va l'avoir assez facilement au démontage. Alors, m'en voulez pas, le démontage est extrêmement ardu. C'est-à-dire que les ténons, là, de chaque côté, qu'on doit agripper normalement et qui permettent d'éjecter la culasse, eh ben, sont tellement difficiles. Voilà, je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai des ongles. Donc, la seule solution, moi, je mets une petite clé Allen de chaque côté. Voilà, une petite clé Allen de chaque côté qui va me permettre d'éjecter la culasse, si elle veut bien, vers l'avant. Voilà. Bon, ça fait un petit peu artisanal, hein, mais bon, voilà. Alors, parmi les choses qui sont intéressantes à regarder, c'est que tout ce qui est ici, guide, glissière, on est en acier. Et c'est plutôt bien, parce qu'à un moment donné, si vous frottez de l'acier sur de l'alu, ça va mal finir. Là, ici, vous allez repérer, je ne sais pas si vous allez le voir, ici à l'intérieur, un percuteur lancé et non pas eh bien, un marteau à roulette comme on voit sur les autres Glock. Et ce qui est intéressant à voir, eh bien, c'est ça. C'est qu'ici, on va avoir, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, ici, dans cette partie-là, on va avoir un très très gros nozzle, d'accord,
avec un accès gaz énorme, qui va correspondre évidemment au gaz route énorme. Et donc forcément, si à chaque cycle, il y a beaucoup de gaz qui part dans un nozzle énorme, eh ben, au bout d'à peine 18-19 coups, vous n'avez plus de gaz dans le chargeur. Alors, dites-moi dans les commentaires ceux qui le possèdent, si avec le CO2, puisqu'il y a une version CO2, hein, et je vois qu'il est hors stock au niveau d'Airsoft Entrepôt, donc certains d'entre vous l'ont acheté, et les chargeurs étaient hors stock aussi, donc certains le savent, voilà, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez réussi à tirer plus facilement un chargeur? Est-ce qu'il y a moins de cooldown avec le CO2? Normalement oui. Et est-ce que vous arrivez à tirer un chargeur et demi, 2 chargeurs? Je compte sur vous dans les commentaires. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ici, on ne verra pas le réglage du hop-up. Il est dissimulé dans le système global. Voilà, bon, ça ramène un petit peu de réalisme, mais en même temps la vision sur le nozzle fait qu'on voit parfaitement que c'est une réplique. Donc bon, ils auraient pu laisser la part réglage du hop-up, la petite molette du hop-up apparente, ça aurait été rien de trop au niveau opérationnel. Hein. Alors quelques chiffres. 399,90. Bon bref, 400 € pour acheter la réplique avec son chargeur. On est sur des chargeurs qui soient au CO2 ou au gaz qui sont à 64,90, donc 65 €. La plupart d'entre nous, on a notre PA avec notre chargeur dans la boîte et on en reprend 2 en plus. Donc, si au total on a 3 chargeurs et la réplique, on est à 530 €. Gros budget. Gros budget, d'accord? Et puis les 3 chargeurs seront pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors gaz au bout d'un seul tour. Ok? Bien. Sinon, on est sur une réplique qui est relativement stable. Je vous passe le test chronie, il a été fait par tout un tas de collègues. On est à peu près à 330 FPS. C'est plutôt pas mal, c'est jouable partout, on fera mal à personne et il n'y aura pas de stress de ce point de vue-là. Bien, alors, les éléments négatifs, les éléments positifs maintenant. Alors, il y a pas mal de choses à dire, forcément, parce qu'on est sur une réplique qui est extrême. Les éléments négatifs, le prix, la réplique et des chargeurs. Difficile de tirer toutes les billes avec l'énorme consommation de gaz par cycle. Un hop-up inaccessible sans démontage du canon, une obligation d'utiliser du gaz haute pression, au moins du 200 PSI, et à mon avis, il vaut mieux investir dans le CO2 plutôt que de racheter des chargeurs gaz. Il est plus difficile à prendre en main qu'un Marui pour un pur airsofter. La glissière est difficile à démonter sans outils, ce qui évidemment rend compliqué les interventions sur le terrain. S'il y a des choses coincées, si on a besoin de revisiter un petit peu le réglage du hop-up, impossible. C'est safe avec des outils. Les éléments positifs, tu l'as ces canons en acier. J'avais jamais eu un GBB de cette qualité dans les mains. Un chargeur carrossé à l'aspect réaliste, pareil, j'avais jamais vu ça. Un réglage du hop-up dissimulé, on peut y voir une certaine qualité. Des chargeurs CO2 qui sont prévus dans la mécanique globale. Des matériaux, globalement, des cotes et des marquages qui sont extrêmement qualitatifs sur l'externe et sur l'interne. Un fonctionnement mécanique qui est plus réaliste que la normale. Par exemple, le percuteur lancé, d'accord, plutôt que cette espèce de petit marteau. Un réalisme de prise en main en termes d'équilibre qui rappelle de loin l'arme véritable, ce qui n'est pas du tout le cas du Marui. Des qualités de tir en sortie de boîte remarquables, même à la 0,28, et je pense que la 0,30, ça passe. Et plutôt que de tirer à 50 mètres à la 0,28, précis à 20 mètres à la 0,30, c'est toujours des gars qui se déclareront plus facilement. Parce qu'il n'y a pas que des peaux de crocodile. Il y a aussi des gars qui, dans l'émotion, sentent pas. C'est-à-dire qu'on va tirer à l'AEP, à la 0,20, à 200 FPS, on va dire que le gars il prend pas ses billes, mais non, il ne sent pas ses billes en fait. Hein. Et il est, on va dire, relativement résistant au cooldown. J'attends vos descriptions pour la part CO2 et cooldown. Moi, si je devais acheter cette réplique, je regrette qu'on ne nous la serve pas tout de suite au CO2, ça nous oblige à racheter 2 chargeurs CO2. Argument commercial, je sais pas, les 2 technologies sont disponibles, c'est vrai que du coup, mais comme c'est au même prix, bon, voilà, je vois pas forcément l'intérêt. Bien, on arrive à la fin de cette revue, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé parce que vous en aviez vu je ne sais pas combien. Moi j'ai adoré manipuler ce GHK, je ne sais pas ce qu'il peut donner par température un petit peu plus chaude. J'attends vos descriptifs parce que si vous me rassurez beaucoup sur le CO2, je vais peut-être faire une dinguerie et me l'acheter. Voilà, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, je me suis rien acheté. Peut-être que je vais me laisser tenter. Mais il va falloir me rassurer sur le CO2, je compte vraiment sur vous, pour ceux qui ont acheté, pour que vous me parliez de la question du CO2. D'accord ? Bien.
Écoutez, encore merci à Airsoft Entrepôt pour m'avoir envoyé cette réplique. On se retrouve très nombreux le week-end du 7 avril sur le terrain de la Umbrella si vous voulez venir jouer avec quelques membres de la Team Brava. D'ici là, on n'oublie pas, on pratique un loisir, ça rime avec plaisir, donc on se prend pas la tête. Par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.